Bonsoir la famille, bonsoir chers compatriotes pour nous qui sommes en Chine et bon après-midi pour ceux qui sont à Kinshasa. Je suis le modérateur de cette deuxième conférence organisée par le comité national et je réponds au nom de Arsène Tunga, doctorat à Zhengzhou University dans la province de Henan. Et premièrement, j'aimerais tout d'abord commencer par présenter nos excuses pour cet aléa technique car la conférence devrait se passer sur Zoom et je pense que nos esquisses ont été acceptées. Ce soir, la CCFC a l'honneur de recevoir le docteur Philippe Faradja comme orateur et qui va nous parler sur le valeur chez l'intellectuel du Congo, Kinshasa. Avant cela, nous allons introduire notre orateur, le docteur Philippe Faradja Biaombe, qui est détenteur d'un bachelor et d'un master en electrical engineering de Tshwane University of Technology en Afrique du Sud, d'un autre master en sciences de l'Institut supérieur des ingénieurs électriciens et électroniciens à Amiens, Paris, en France, et récemment d'un doctorat en sciences appliquées en mécanique de Tiangong University à Tianjin, ici en Chine. Et notre orateur a comme expérience professionnelle à Huawei, Afrique du Sud et Vodacom Congo. Expérience académique, il est enseignant et chercheur en Afrique du Sud et en RDC en temps partiel. Et il est aussi auteur de quelques publications. Et je disais aussi, il est auteur de quelques publications à retrouver sur Google Scholar. Et sans plus tarder, nous remettons la parole à notre orateur de la deuxième conférence, Monsieur Faradja Philippe Biaombe. Merci. Et je disais aussi, il est auteur de quelques publications à retrouver sur Google Scholar. Et sans plus tarder, nous remettons la parole à notre orateur de la deuxième conférence, Monsieur Faradja Philippe Biaombe. Merci. Ok, comme l'orateur venait de me présenter, merci beaucoup. En fait, je devais dire bonsoir et puis bon après-midi à ceux qui sont à Kinshasa, bonsoir à ceux qui sont en Chine, bon après-midi à ceux qui sont ici à Kinshasa. Mon nom c'est Philippe, comme l'orateur m'a présenté, et aujourd'hui je parlerai des valeurs chez l'intellectuel du Congo-Kinshasa. En tout cas, je dois d'abord dire merci à l'équipe qui m'a demandé de partager c'est quelque chose que j'ai à cœur avec vous, et j'estime que tout le monde sortira gagnant, et puis tout le monde aura gagné quelque chose de cette interaction. Même au niveau de la commune, l'intelligence ne joue pas son rôle. Pourquoi est-ce qu'il devait sauter directement? Non, ça commence là où tu vis, au niveau du quartier, etc. Alors, les valeurs chez l'intellectuel du Congo-Kinshasa, peut-être que beaucoup de gens se posent la question, mais pourquoi est-ce que j'ai pris ce tel sujet? Les contextes, je dois les préciser d'entrée en jeu. La remise, je suis beaucoup plus dans un contexte de remise en question continuelle ici en RDC. Donc, je ne voudrais pas dire, du prime abord, dire que la valeur de l'intellectuel, évidemment, que nous allons définir un peu euh, bientôt, c'est aussi l'une des fonctions d'un intellectuel, c'est de remettre en question, de remettre en question même les croyances les plus évidentes, parce que les choses, même les plus claires, peuvent toujours comporter et avoir des problèmes. Et donc, un acculturé, pour moi, je pense qu'il n'est pas intellectuel. Ça peut arriver. Ça peut arriver que vous êtes né ou dans un contexte tel que, voilà, il y avait... Alors, pour ce qui est de la RDC, évidemment, j'essaierai d'être bref, le plus bref possible. On sait que notre pays ne va pas bien. Et ça ne devait pas être un secret pour qui. Je ne pense pas que ce soit un secret. Notre pays ne va pas bien, c'est là depuis bien longtemps. Évidemment, dans les débats de notre pays ne va pas bien, il y a toujours des gens qui rejettent la responsabilité aux uns aux autres.
Mais c'est de notre devoir en tant qu'intellectuel de remettre en question les pratiques existantes, de remettre en question les croyances, de remettre en question euh, notre façon de procéder. Et puis, c'est de remettre en question le contexte ou la situation générale, voir là où les choses ne sont pas bien et puis corriger pour aller de l'avant. C'est aussi cela le rôle que les intellectuels doivent jouer dans leur société. Merci beaucoup, Monsieur Faradja. Monsieur Faradja est en attente de nos questions. Donc, posons des questions. Il est là, il va nous répondre. Alors, je suis de formation, je suis ingénieur de formation et, euh, et chez nous, les ingénieurs, il y a toujours quelque chose par rapport toujours au contexte de remise en question. C'est que normalement, l'ingénieur, dans ses calculs, il aime toujours vérifier ses calculs. Les ingénieurs qui sont dans l'audience, ils peuvent peut-être se rappeler. Et donc, les premiers, quand tu fais tes calculs, tu n'es jamais si sûr. Et donc, tu dois toujours refaire pour être sûr que les choses sont bien. Et c'est ça, c'est une façon de. C'est ça la remise en question. Donc, les certitudes les plus absolues peuvent ou doivent aussi être remises en question. Parce que si on ne les remet pas souvent en question, les certitudes absolues peuvent créer souvent des extrémismes. Et on en a vu dans l'histoire où les gens croyaient Dieu comme fer, que voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça, et puis ils ont causé des dommages qu'on n'a jamais pu réparer. Donc, évidemment, dans ces contextes de remise en question, nous allons commencer par définir l'intellectuel de façon brève. Je ne voudrais pas donner une définition d'un dictionnaire. Je voulais être le plus bref possible pour ne pas entrer peut-être dans un débat académique, etc. Pour moi, l'intellectuel, je regarde juste deux choses. Je regarde l'aspect intellect et puis l'aspect intelligence. Mais les deux aspects, ils doivent être mis en œuvre. Donc, ce n'est pas une intelligence qui reste théorique ou qui reste, qui doit moisir quelque part, mais c'est pas une intelligence qui doit être mise en application. Et donc, quelqu'un qui applique son intellect ou qui l'utilise, ou qui utilise son intelligence, pour moi, j'estime qu'il est intellectuel. Bref, c'est ça ce que je pouvais dire par rapport à la question de Léon. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Et ici, il faudra aussi dire qu'un intellectuel, quand on parle de l'intellect et de l'intelligence, c'est pas nécessairement, c'est pas surtout pas un détenteur de diplôme, même si dans le contexte congolais, il y a toujours cette, on essaie un peu de quoi ça, de relier les deux termes, mais normalement, c'est pas tout détenteur de diplôme qui est intellectuel parce que bon, pour certains, c'est juste tu finis ton parcours académique, ça s'arrête à ça, et tu ne te poses pas les questions existentielles par rapport à la société dans laquelle tu vis. Et donc, pour un intellectuel congolais, il devait toujours utiliser son intellect et se poser des questions. Et ces questions, c'est toujours évidemment dans le contexte de la remise en question. Donc, lorsqu'on oppose l'intellectuel au détenteur du diplôme, il est donc vrai que, et ça peut-être on peut se l'imaginer, que même les buts, même quand on part à l'école, c'est pas former les détenteurs du diplôme. Je pense que vous nous les avez rappelé plusieurs fois, la différence entre la tête bien faite ou la tête bien pleine, etc. Et donc, normalement, les écoles, même ici au pays, les buts, les écoles cherchent à former des intellectuels. Parce que on sait que les intellectuels doivent être utiles. J'ai parlé un peu avant de l'intelligence ou de l'intellect qui est mise en œuvre. Donc, quand cette intelligence est mise en œuvre, il y a cet aspect utilité qui est créé. Et ce qui est en opposé avec les détenteurs de diplômes qui, pas nécessairement, utilisent leur intelligence de façon à améliorer ou dans un sens utilitaire. Alors, c'est aussi justement par rapport à ça que un intellectuel aussi défini par l'essence du raisonnement critique, ou en anglais critical thinking. Ça veut dire que ce n'est pas juste un raisonnement où on accepte, où on reprend, où on donne ce qu'on a reçu, mais c'est les types d'activités intellectuelles telles que ce qu'on reçoit, on les traite aussi pour avoir quelque chose de mieux. C'est-à-dire qu'on n'est on n'est pas comme
comme on dit certains en informatique, garbage in, garbage out, ça veut dire que tout ce qui entre, c'est ce qui va sortir. Non. Et ce qui entre, vous devez quand même les traiter. Évidemment, pour peut-être y ajouter, pour que ça puisse avoir une valeur ajoutée. Et donc, les raisonnements critiques fait vraiment partie intégrante de quoi ça, de chaîne intellectuelle. Hein, un intellectuel qui n'a pas de raisonnement critique, c'est pas vraiment un intellectuel, dans le sens où on peut l'amener à faire du n'importe quoi, et bon, lui, en tant qu'agent d'exécution intellectuelle, bon, il ne va pas se poser des questions. Si les ordres qui lui ont été donnés méritaient qu'on puisse raisonner là-dessus. Mais c'est le rôle de l'intellectuel de raisonner, et c'est là de façon critique. Et aussi, un intellectuel n'est pas nécessairement un universitaire. Peut-être j'aimerais aussi revenir sur ce point-là. Même si au Congo, ça a toujours été le cas, ou souvent. Moi, évidemment, ce n'est pas tout le monde, mais on a toujours tendance à croire que les grands intellectuels sont nécessairement des universitaires. Et quand vous voyez des universitaires, évidemment, qui deviennent plus tard ou qui sont détenteurs de diplômes universitaires d'une certaine façon, et quand on les voit se comporter mal ou d'une certaine façon, on leur dit toujours, mais vous êtes des universitaires, tout ça, etc. Mais de façon réelle, un universitaire n'est pas nécessairement un intellectuel. Parce qu'il peut être juste quelqu'un qui a suivi tout ce qu'on lui disait de faire. Votre prof vous demande à vous donner, à vous passer, c'est tout. Mais vous n'avez jamais peut-être opposé même à votre prof, lui dire non, vous avez dit A, moi je pense B, pourquoi A, B, parce qu'il y a cet argument, etc. Et généralement, c'est cette remise en question intellectuelle qui fait même progresser la science. Parce que si tout le monde devait accepter ce que les références historiques ou traditionnelles disent, il n'y aurait pas de révolution ni en sciences, ni dans l'éducation, ni nulle part dans la société. Alors, la remise en question est vraiment intéressante et les raisonnements critiques viennent vraiment chapeauter un peu ce qui devait se manifester chez l'intellectuel. Alors, parlant de l'intellectuel qui n'est pas détenteur de diplôme ou l'intellectuel qui n'est pas nécessairement un universitaire, j'aimerais quand même relever un point ici au Congo-Kinshasa, c'est que les départs, et si je parle beaucoup plus de l'impact de l'école, l'impact de l'école au Congo, l'école au Congo, telle qu'elle avait été conçue, n'avait pas en réalité été conçue pour créer des intellectuels. Donc, le but principal, c'était pas ça. Et ça, il faut lire l'histoire de l'éducation au Congo dès le départ, voir que l'université ou l'école congolaise, le but, c'était pas ça, c'était pas de former des gens qui peuvent réfléchir de façon critique ou des gens qui peuvent remettre en question, parce que, évidemment, nous sommes à la période coloniale, et remettre en question, cela voudrait dire remettre en question les régimes établis, et cela donc poser problème. Et ce qui fait même que pour l'établissement de l'école au Congo, il y a eu plusieurs débats. L'école aller à l'école c'était beaucoup plus pour s'émanciper, comme vous le savez. C'était pour devenir évoluer, ce qu'on appellera évoluer plus tard. Donc, c'était ces raisonnements tels qu'un Africain doit passer par l'école occidentale pour devenir un évolué, pour se rapprocher de l'occidental. Et évidemment, c'est l'occidental qui lui a amené cette école. Donc, en quelque sorte, il fallait donner à l'Africain une certaine façon de s'émanciper. Évidemment, on peut parler même qu'il y avait un peu du racisme parce que au départ, évidemment, les gens ne croyaient pas vraiment que l'homme noir avait les mêmes capacités qu'un blanc. Et donc, il fallait à tout prix donner quelque chose ou une sorte de formation qui au fait démontrait cette croyance que l'Africain n'était pas aussi intellectuellement capable que les Blancs, c'est-à-dire qu'il pouvait se remettre en question sa propre existence, se remettre en question la société dans laquelle il vit, etc. Mais ils avaient quand même peur parce qu'ils savaient que si le système de colonialisme s'écroule, ils allaient être les perdants. Pour être l'éducation ou l'école, c'était beaucoup plus pour être à proximité avec les Blancs, pour être formaté, c'était plus ça que l'école avait été établie. Et les gens ne devaient pas être surpris que l'État congolais, l'État, je parle ici de l'État colonial ou du Congo belge, l'État, je parle ici de l'État, c'est pas l'État qui sera l'initiateur de l'école au Congo. Donc, parce que l'État ne voudrait pas évidemment que les Congolais puissent arriver à cette phase-là de devenir intellectuel. Et par contre, ce qu'on remarque, ce sont les églises qui amènent l'école au Congo. Et le but était simple, c'était pour, au fait, te former, pour être dans la proximité de celui qui t'a formé,
et pour les servir. C'était beaucoup plus ça. Donc, on les forme pour un but précis, pour nous servir. Et c'était pas pour se servir lui-même. Ça veut dire, un intellectuel doit se servir, pas lui en tant qu'individu, mais servir la communauté ou les siens, etc. Et malheureusement, comme on le voit, ce sont les églises qui amènent l'école au Congo. Et c'était pour un but précis. Et donc, l'école congolaise, de toute tendance, n'avait pas pour but d'émanciper les Congolais. C'était pas ça le but premier. Et c'est là même ce mauvais départ peut expliquer pourquoi traditionnellement on n'avait pas eu beaucoup d'intellectuels. Disons d'abord la formation avait été problématique parce qu'ils avaient peur, les colons avaient peur d'ouvrir les écoles, mais aussi quand les écoles sont venues, je parle de tout, à tout niveau, hein, c'était pour les pays a produit très peu d'intellectuels aussi, malgré qu'il y a eu évidemment après des entrées de diplômes qui devaient servir les rôles pour lesquels ils avaient été formatés. Il n'y avait pas eu beaucoup d'intérêt. Alors, les systèmes de départ et sa suite. Et là, ce n'est pas juste à l'époque du colonialisme, c'est la suite aussi du système éducatif congolais qui n'avait pas été modifié. Et vous vous rappellerez bien qu'au Congo, dans les années 60, il y a eu des grands débats dans les milieux universitaires pour qu'on puisse décoloniser l'éducation. Il y a eu des grands débats et ce qui même arrivera au massacre, etc., à l'université, parce que les syndicats ou l'association des étudiants, que ce soit de l'Ovanium ou les étudiants du Congo, ils demandaient expressément que, par exemple, les étudiants puissent être intégrés dans les comités de gestion des universités. Quelque chose qui se fait actuellement, mais à l'époque, ils réclamaient vraiment qu'ils puissent faire partie intégrante du comité de gestion et qu'on puisse aussi réformer l'éducation parce que l'éducation, il y avait un manque d'adéquation entre la réalité et ce qu'on leur formait. Donc, ils voulaient qu'on puisse leur donner quelque chose qui était utile pour eux. Et quand je parle de cet aspect ou du système de départ qui n'avait pas été fait pour créer les intellectuels, je vois par exemple quelqu'un qui, en 1928, par exemple, dira que le système éducatif est fait. Et ça, c'est quelqu'un, il était du système. Le système éducatif avait été fait pour niveler les cœurs et les esprits. Donc, vous comprenez un peu, ça veut dire que les cœurs, disons, en fait, tout ce qui est émotion, etc., devaient être nivelés, mais aussi les esprits, je peux appeler ça tout ce qui est rationnel et les restes, devaient être nivelés. Et ça, c'est Monseigneur Demptine qui le dira. Beaucoup de gens peut-être au Congo ne connaissent pas ce Monseigneur Demptine, mais pour ceux qui... Monseigneur Demptine fut le préfet apostolique du Katanga dans ces années-là. Et ceux qui sont à Lumbashi, ceux qui ont été à Lumbashi au centre-ville, je pense qu'ils connaissent l'avenue Monseigneur Demptine. En tout cas, la dernière fois, moi, j'y étais. En 2015, j'ai vu les noms, l'avenue Monseigneur Demptine. Et donc, c'est quelqu'un qui a une histoire au Congo, etc. Alors, il dira un peu dans l'argumentaire qu'en matière scolaire, les droits souverains de la puissance coloniale et la sécurité, en matière scolaire, les droits souverains de la puissance coloniale et la sécurité à l'ordre public excluent toute compromission. Et cela, ça renvoie à ce que je vous disais, que l'intellectuel doit remettre en question. Et donc, ils avaient peur, évidemment, que si le système allait être ouvert pour créer ou former des intellectuels, il allait avoir un problème. L'ordre public allait avoir un problème, la sécurité du genre l'ordre public et puis la puissance coloniale. Donc, il allait avoir un problème dans ces deux aspects-là et il ne fallait pas compromettre, comme il dit. Donc, ces deux aspects-là doivent exclure toute compromission. Les droits souverains, la puissance coloniale et puis la sécurité à l'ordre public. Il n'y a pas de compromission. Donc, même l'école ne devait pas former des gens qui vont compromettre. En réalité, Monseigneur Demptine dira même plus tard que les gens que nous formons, ce sont des gens, parmi eux, il n'y aura personne un jour qui réclamera l'indépendance. Et ici, nous sommes 22 ans avant, disons, nous sommes en 1922, nous sommes en 1928 plutôt, donc pratiquement, nous sommes 32 ans avant l'indépendance. Et il y a quelqu'un qui est dans du système, qui pouvait parler avec confiance, avec certitude que de tous les gens ici que nous formons, il n'y aura pas des gens qui pourront réclamer un jour l'indépendance. Alors, les concepteurs du système, évidemment, comme je le disais, ils pensaient à l'époque, et ils pensent encore aujourd'hui que l'intellectuel est une menace. En réalité, si l'intellectuel de l'époque où les formés à l'université ou à l'école, mais ils avaient peur qu'ils puissent devenir intellectuels, il est une menace pour les pays. Non, ce n'était pas une menace pour les pays. Je ne vois pas en quoi un intellectuel peut être une menace pour les pays, de façon claire.
Mais en réalité, un intellectuel réel qui remet en question peut devenir facilement une menace pour les intérêts de la classe dirigeante. Et c'est ça, c'est que Monseigneur Dentino fait dit avant, là, que la sécurité à l'ordre public ou les droits souverains de la puissance coloniale, ces deux aspects doivent être protégés de façon à ce qu'on ne puisse pas former des intellectuels qui vont créer, qui créeront cette compromission-là. Et donc, chaque système, ou chaque système qui était au Congo, les églises et plus tard l'État, et même on sait, l'État qui vient au Congo à l'époque, quand l'État commence l'école, beaucoup de gens ne savent pas pourquoi l'État s'était impliqué avec la construction des Athénées et les restes. C'était pour, au fait, réduire l'influence que les églises avaient sur le plan éducatif. Donc, c'est dans ces aspects-là que l'État a été obligé à un moment donné d'entrer vraiment dans l'éducation. Mais au départ, l'État n'y était pas vraiment du genre les écoles gérées par l'État, non. Et là, il faut rentrer, par exemple, au débat de Bruxelles en 1954, lorsque le Parti libéral en Belgique vient de remporter les élections, etc. Donc, c'est Bruxelles qui, pour la première fois, un libéral, et comme on sait en Belgique, les libéraux et puis les cléricaux ou les gens proches de l'Église, les conservateurs, ils n'entendent pas. Et il fallait qu'ils amènent la même politique qu'il y avait en Belgique ici. Ça veut dire qu'on ne puisse pas favoriser le monopole de l'éducation par l'Église, parce que là allait créer un problème, dans le sens où l'État congolais allait être un peu travailler, être à la solde ou travailler pour les églises au lieu de travailler pour l'État. Alors, ça posait problème. Et donc, les débats, pour vous dire que les débats sur les intellectuels congolais n'est pas nouveau, et ça a commencé depuis ces années-là. Mais ce qui est vrai, on sait que ce soit l'État, que ce soit c'était les gens avaient été formés ou les intellectuels qui sont ceux qui devaient devenir intellectuels ou ceux qui avaient fréquenté les écoles à l'époque, ils avaient été formés pour un but précis. Pour certains, c'était pour perpétuer les églises, c'était pour ça. Parce qu'il y a à l'époque, il y a quelqu'un qui dira que, par exemple, les églises des illettrés, l'église des illettrés n'a pas d'avenir. Donc, il fallait former déjà au sein de l'église. Et cela ne surprend pas trop parce que les premiers intellectuels congolais, vous verrez, la plupart, ils sont passés par les chemins de l'église. Et donc, même dans les années 30, à part peut-être parmi les premiers Congolais qui arrivent en Belgique, je pense de la première phase, il y a par exemple Pierre Panda Farnana, lui, il arrive en Belgique par Paul Panda plutôt, il arrive en Belgique par son canal à lui. Et ce qui est étrange, c'est que Paul Panda tombera chez les libéraux en Belgique. Par contre, vous prenez par exemple le premier prêtre congolais qui est Stéphane Kaoze, et lui, il a suivi vraiment le chemin classique. Donc, c'est le couvent, etc. Et puis, il est devenu prêtre, etc. Donc, lui, c'était vraiment quelqu'un de formé dans l'église. Et là, vous voyez déjà que dès le départ, les premiers intellectuels, il y a déjà ce débat-là où Paul Panda, lui, bon, il est formé pour devenir libéral, etc. Mais il y a l'autre qui est formé pour servir uniquement l'Église. Et ça ne m'étonne pas que des écoles à l'époque, il y a plus d'écoles qui étaient beaucoup plus les écoles appartenant aux églises. Et cette tendance n'a pas vraiment changé jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, il y a une perception telle que jusqu'à aujourd'hui, les meilleures écoles au Congo sont les écoles tenues par les congrégations, par les communautés ecclésiastiques, etc. Donc, vous voyez que c'est en réalité quelque chose qui vient depuis le départ. Et je peux vous dire la vérité, c'est que l'État congolais a toujours été en retard par rapport à ces structures ecclésiastiques, même en matière de définition de la politique scolaire, éducative, etc. L'État a toujours été en retard. Et ça ne surprend pas parce que l'État est arrivé tard, donc, et l'État ne s'est jamais vraiment mis pour réfléchir, pour se dire, bon, nous réfléchissons maintenant, nous, qu'est-ce que nous voulons que l'école congolaise puisse former? Est-ce que nous voulons que l'école congolaise puisse former les intellectuels ou puisse former les détenteurs de diplômes? Mais on voit très tôt que à peine les colons partis, à peine le pouvoir en place a trouvé que les universitaires était devenu comme un danger, et c'est comme ça qu'il y a toujours et c'est comme ça qu'il y aura tout ce qu'il y aura après on conduira on arrivera à l'unification de toutes les universités, etc., pour centraliser, parce que le pouvoir avait peur que les universités puissent être des centres de réaction, etc., des remises en question de la politique nationale, etc. Donc, il y avait vraiment, dès le départ, cette peur-là que l'intellectuel congolais est une menace, non pas évidemment pour les pays, mais pour, euh, pour, euh, pour la classe dirigeante. Pour voir un peu chez l'intellectuel congolais,
dans ces débats sur les intellectuels congolais, voir ce qui... comme je vous le disais, le débat n'est pas nouveau. C'est un débat qui a commencé depuis longtemps. Mais il faut, comme ce débat n'est pas nouveau, il faut peut-être se poser la question, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Parce que si quelque chose marche, c'est bien, ça permet que notre pays puisse aussi en profiter. Comme je vous ai dit, que l'intellectuel est utilitaire pour son pays. Donc, alors, il fallait aller sur les terrains des valeurs. Alors, sur le terrain des valeurs, il y a quelques valeurs peut-être que nous allons essayer de parcourir ou nous poser des questions. Est-ce que l'intellectuel congolais a ses valeurs ou pas, etc. Alors, il y a un philosophe français des années 20 qui vraiment m'a inspiré. Parce que lui, à l'époque, il écrit un livre en 1927 qui l'intitulera La trahison des clercs, ou des clercs ou la trahison des intellectuels. Et c'était un mot très fort parce que la trahison, il fallait rentrer à l'époque à l'affaire Dreyfus, pour ceux qui connaissent un peu ce qui s'est passé en France. Et c'était un mot fort de dire que les intellectuels ont trahi. C'est comme aujourd'hui, quelqu'un passe à la télé pour dire les intellectuels congolais ont trahi. Voilà, donc toute personne qui s'estime intellectuelle devait être choquée, etc. Pour se dire à quel point est-ce qu'on a trahi, etc. Alors, et pour lui, il a dit que les intellectuels avaient trahi à son époque parce qu'ils ils faisaient fi de certaines valeurs statiques, lui appelait des valeurs statiques, et même des valeurs éternelles. Donc, il avait mentionné 3 valeurs, mais moi, j'y reviens sur 2. Et la première valeur, c'était du genre, la valeur, c'était par exemple la justice. C'est-à-dire pour lui, la justice, il disait que les intellectuels ont trahi dans le sens où, pour se positionner ou pour des intérêts quelconques, mesquins, etc., l'intellectuel congolais, disons, l'intellectuel à l'époque, c'était pas quelqu'un qui défendait la justice. Alors, et là, nous aussi, ici au Congo, on peut se poser la question, est-ce que l'intellectuel congolais, c'est quelqu'un de juste? Et juste ici, ça ne veut pas dire juste par rapport à ses intérêts personnels, non. Ça veut dire que si on vous appelle en tant qu'intellectuel pour dire statuer dans une affaire quelconque, est-ce que l'intellectuel congolais, on est sûr aujourd'hui que c'est quelqu'un qui peut trancher selon la justice? Je ne parle pas ici des juges, hein, je parle de l'intellectuel généralement. C'est-à-dire, il doit avoir le bon sens, dire voilà, ça c'est bien, ça, ce qui devait être fait, ce qui ne devait pas être fait, la loi peut-être est là. Par rapport à ma lecture, je trouve qu'ici il y a les problèmes. Voici là où je pense qu'il y a raison, lui a tort. Je pense que notre pays n'avance pas parce que il y a un problème ici. Ici ça marche, là-bas ça ne marche pas. Donc, à partir du moment où l'intellectuel congolais peut défendre ce qui est juste, est-ce qu'il peut défendre ce qui est juste atteint un contre-temps? Malheureusement, il y a, à mon analyse ou à mon avis, je ne pense pas que cela soit le cas. Donc, généralement, on sait qu'il défend selon ses intérêts. Hein. C'est ça, c'est que même on observe, c'est beaucoup plus selon les intérêts circonstanciels que beaucoup de gens, beaucoup d'intellectuels, ou ceux qui étaient censés des intellectuels, ceux qui défendent. Et donc, sur ce point-là, les universitaires qui étaient censés être des intellectuels, ils deviennent tout simplement juste des détenteurs de diplômes, etc. Et parfois même, sachant ce qu'il y a à faire, ils font l'inverse selon leurs intérêts. Et à part la justice, parce que ça, c'est la justice, c'est quand même quelque chose de très important pour qu'un système puisse avancer. Ça veut dire que dans tout débat public, par exemple, où les intervenants devaient intervenir, ils devaient intervenir selon les critères un peu de la justice. Dans le sens où ils ne devaient pas juste prendre position pour plaire à quelqu'un ou non, c'est parce qu'il est intellectuel. Il devait jouir un peu de ce que certains appellent la liberté intellectuelle ou la liberté académique. Ça veut dire, c'est le cerveau, c'est tes neurones, tu as réfléchi et puis tu es arrivé à une conclusion telle que voilà, j'estime qu'il y a ça, ça, ça et ça. Évidemment, les représailles peuvent être là parce que la classe dirigeante n'aime pas toujours la vérité, etc. Et c'est là la deuxième valeur. Mais l'intellectuel devait être tranché selon la justice. Et la deuxième valeur statique ou éternelle de Julien Benda, qu'il appelle, c'est la vérité. Et comme vous le savez, il y a un problème quand un intellectuel devient salarié, il est souvent restreint par les droits de réserve. On appelle ça droit de réserve, ça veut dire que il y a des choses qu'il ne peut pas dire. Il ne peut pas dire parce que voilà, il est salarié, etc. Et au fait, pourquoi on fait signer aux salariés ces droits de réserve? C'est pour éviter, par exemple, que dans les débats publics, tu puisses dire des choses, tu puisses dire des choses qui vont à l'encontre de ton employeur. Et donc, normalement, les gens qui sont salariés de l'État ne doivent pas critiquer l'État au nom de ses droits de réserve. Mais au nom de la liberté intellectuelle, non, ils peuvent dire non, l'État ici, les choses ne marchent pas parce que
il y a ça, ça et ça et ça. Et donc, si nous n'avons pas d'intellectuels qui disent la vérité, on aura un problème. Et c'est là, j'y reviendrai peut-être quand je parlerai aussi d'intellectuels un peu médiocres, mais ça arrive qu'un intellectuel puisse mentir pour pas mentir, qu'il puisse donner une certaine version pour plaire à des lobbying ou pour plaire à une certaine tendance. Et quand vous êtes au Congo, vous voyez qu'il y a des lobbying, il y a des gens qui sont payés pour passer dans des chaînes de télé, pour désorienter un peu les débats publics, pour amener de fausses informations, etc. Maintenant, même avec les fake news. Donc, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en considération. La deuxième valeur, à part la justice, c'est la vérité. Et et, euh, et, et, quand vous voyez que les gens, par exemple, une observation juste, essayez de critiquer, par exemple, une entité au Congo, dites, par exemple, les systèmes, dites, par exemple, les systèmes universitaires ne marchent pas, vous verrez que ça sera les universitaires qui vont venir vous attaquer. Et ça ne viendra pas des gens qui ne sont pas instruits, ça viendra des gens qui sont instruits. Parce que quand vous les dites, c'est comme s'ils se sentent touchés eux-mêmes. C'est comme si vous leur avez lancé la pierre. Pourtant, non, vous dites quelque chose qui mérite, qui est réforme. Et d'ailleurs, pour laquelle il y a une loi même de réforme depuis 2014, malheureusement, la loi de l'enseignement national qui peine toujours à être mise en application, etc. Mais si vous dites que ça ne marche pas, bon, il y a des gens qui seront comme choqués eux-mêmes, ou c'est comme si vous les avez touchés personnellement. Pourtant, vous les dites en tant qu'intellectuel qui participent au débat public. Alors, à part ces deux valeurs, il y a aussi quelque chose que j'aimerais parler par rapport aux valeurs chez l'intellectuel. Il y a ce que quelqu'un avait appelé l'intellectuel organique. Et là, il faut voir Antonio de Gramsci, qui est un penseur italien. Alors, pour lui, il disait que l'intellectuel vrai doit être un intellectuel organique. Ça veut dire qu'il doit servir la base, le peuple, et non seulement servir une classe dominante qui est minoritaire. Et donc, pour lui, il estimait que lorsque la classe dominante, elle est minoritaire, etc., c'est le rôle de l'intellectuel qui non seulement a une famille, qui non seulement est censé représenter des familles entières d'un pays, ça veut dire la nation entière, il devait vraiment prendre des positions en faveur du plus grand nombre. Et ici, on voit le plus grand nombre, c'est le peuple. Et donc l'intellectuel devait être, devait vraiment parfois résister à rejoindre la classe dominante. Je ne dis pas qu'il ne doit pas y aller, mais je parle ici quand il y a opposition d'intérêt entre la classe dominante et les grands nombres. Les grands nombres, ça veut dire les peuples. Alors, il faudra que l'intellectuel puisse se dire, bon, entre le peuple et la classe dominante, c'est vrai qu'il y a des avantages pour moi seul, mais pour le peuple, j'ai fait comment? Et ça devient important parce que l'histoire tranchera. On sait toujours des gens qui ont trahi, etc., comment l'histoire finit par les juger. Donc, on peut aujourd'hui dire, bon, ça ne sert à rien, etc. Mais l'histoire, on ne la change pas. Et puis, quand vous avez fait certaines choses, bon, d'autres intellectuels en parleront, hein, vous critiqueront, etc. Et au Congo, c'est quand même intéressant quand vous voyez comment on critique certaines personnalités publiques, etc. Vous voyez comment les membres des familles les défendent. Juste en parler, c'est comme un problème. C'est comme non, ces gens sont des personnalités publiques. Et donc, les intellectuels peuvent les critiquer comme ils veulent. Ça fait partie du débat public et les gens ne devaient pas prendre ça pour un débat personnel. Et ici, j'aimerais aussi tirer l'attention de ces gens qui s'estiment intellectuels et qui demain entreront dans la vie publique. Ils doivent vraiment faire attention. Ils doivent savoir que la classe intellectuelle doit, dans les soucis de remettre en question, c'est normal qu'on puisse les critiquer, c'est tout à fait normal. Et ils ne devaient pas sentir comme si ils doivent être, c'est comme un sujet tabou. Non, c'est quelque chose qui devait exister. Et en tant qu'intellectuel aussi, on devait écouter parce que ça fait partie aussi de cet exercice de la remise en question. Parce que si vous vous enfermez dans votre monde, bon, comment vous changerez là où vous avez fait des erreurs, etc. Alors, et au Congo, quand on est un intellectuel et qu'on refuse des régions de la classe dominante, ce qui se passe, c'est qu'il arrive souvent que les intellectuels libres ou indépendants au Congo, on puisse les clochardiser. En fait, on vous clochardise pourquoi? Parce qu'on veut que vous puissiez perdre votre humanité, le sens de l'honneur. Déjà, vous n'arrivez pas à vivre comme il se doit. On vous amène vraiment à la famine extrême. Et là, on peut vous récupérer. Et puis, je vais vous dire, on vous récupère à moindre frais, pas les forces dominantes. Et là, ça pose problème. Et ça sont des choses que on devrait, quand vous prenez trop position du peuple, non, la classe dominante va essayer vraiment
va essayer un peu de vous mater à sa façon, de façon à ce que vous ne puissiez pas devenir critique, vous ne puissiez pas devenir participer au débat public comme il se doit. Et donc, ça pose aussi un problème quand on veut devenir un intellectuel organique, surtout lorsque les intérêts du peuple et ceux de la classe dirigeante sont en contradiction. Bien. Alors, récemment même, je pense par rapport dans la suite de Gramsci, Noam Chomsky le dira même que l'intellectuel, de plus en plus, il est en train d'entrer au service de l'idéologie dominante. Alors, quand vous voyez l'idéologie dominante, c'est ça. Donc, il y a des penseurs qui ont mis une certaine idéologie et que la classe dirigeante essaie de propager. Et l'intellectuel, il est là, il fait juste propager les mêmes idées. Or, comme on a dit avant que l'intellectuel doit participer à la remise en question, l'idéologie dominante, s'il y a quelqu'un qui peut remettre en question, c'est l'intellectuel. C'est pas un détenteur de diplôme. Le détenteur de diplôme, lui, il va prendre la même idéologie, il va propager, etc. Et c'est là même le rôle de l'intellectuel, ça devient vraiment intéressant dans la remise en question. Et Noam Chomsky même arrivera à identifier, à distinguer ce qu'il appelle une vie intellectuelle d'un travail intellectuel. Ça veut dire que vous pouvez faire un travail intellectuel, mais vous n'avez pas une vie intellectuelle. Et là, c'est quand même quelque chose de très sérieux, parce que si vous vous estimez être intellectuel, normalement, je dis c'est toute une vie, hein, vous êtes intellectuel, c'est pour la vie. Donc, même sur la route, votre façon de conduire, on devait voir que c'est un intellectuel. La façon même, on devait sentir que non, ce n'est pas quelqu'un c'est quelqu'un qui a des valeurs, etc. Alors, une autre valeur sur laquelle je devais revenir, et peut-être qui va nous faire un peu réfléchir, c'est l'essence du mérite. Alors, vous savez bien que sans une RDC méritocratique, et ça, pour les gens qui sont en Chine, ils le savent, que les systèmes chinois basés sur le confucianisme, etc., vraiment les mérites étaient au centre, étaient vraiment au centre. Et je pense que ça, c'est parmi les valeurs que les anciens Congolais ayant été en Chine peuvent vraiment s'approprier. Ça veut dire qu'on devrait vraiment avoir le sens du mérite. Surtout quand on est intellectuel, on devrait vraiment avoir le sens du mérite. Et on le sait, en réalité, en RDC, bon, peut-être c'est mon observation personnelle, la RDC n'est pas vraiment une méritocratie. Ça veut dire que les promotions au Congo-Kinshasa sont très peu méritoires. Et ça, c'est plusieurs personnes l'ont remarqué. Il faut d'ailleurs remarquer les anomalités lorsque les gens fêtent. À peine vous êtes promu, les gens fêtent. Personnellement, je n'ai jamais compris. Vous êtes promu aux responsabilités, ça veut dire à un travail très dur, mais vous commencez par festoyer. Et moi, je me suis toujours posé la question, est-ce que les promus, il a compris les rôles, etc. Lui, il voit juste peut-être les avantages, mais est-ce que c'est seulement ça? Parce que vous savez que dans toute promotion, normalement, les privilèges devaient engendrer des responsabilités. C'est ça les règles du leadership. Donc, si vous avez un responsable, il est chef, il est président, comme dans les milieux congolais, même s'appelait président tel, normalement, il devrait avoir des responsabilités. Parce que les privilèges sans responsabilité, c'est vraiment dangereux pour un leader ou c'est quelqu'un qui est juste là, lui on doit les servir, lui il ne sait pas qu'il a des comptes à rendre, etc. Ça pose problème. Alors, il y a même des gens, on le sait, au Congo, qui corrompent pour être promus. Ils sont intellectuels, mais bon, il sait que le système est fait tel que il ne peut pas progresser sans corrompre. Et donc là, ça pose un problème dans l'essence du mérite, parce que quand vous corrompez pour passer, ce n'est pas un mérite. L'aspect méritocratique, il est vraiment banni. Et là, on devait vraiment se poser beaucoup de questions. Et on sait que les nations méritocratiques ont tendance à progresser à cause de la meilleure utilisation des ressources. Et je parle ici des ressources humaines. Et donc, si la RDC ne devient pas un pays méritocratique, on aura un problème sérieux. On aura un problème, on dira toujours que les pays n'avancent pas bien, n'avancent pas bien, n'avancent pas bien. Et donc, l'essence du mérite, c'est une valeur que l'intellectuel congolais devait développer. Parce que jusque-là, je pense qu'il ne l'a pas. Et donc, il devait développer l'essence du mérite. Un autre aspect très intéressant, une autre valeur, c'est un peu la notion du collectif. Alors, la notion du collectif ici, c'est vraiment une valeur à défendre, mais je le dirais, mais dans le bon sens. Il y a un livre sur lequel je reviens souvent lorsque je parle d'intellectuel, c'est le cadre de la Troisième République. Il y a la version de 2009, je pense. Et dans l'édition de 2009, il y a une question dans la préface que quelqu'un pose, parce que dans ces livres, en fait, on parle des biographies des gens qui ont dirigé les pays dans la Troisième République, PDG, ministres, députés, voilà, créateurs d'écoles, d'universités. Donc, on a parlé pratiquement de tout le monde. Et dans la préface, j'aime la question qu'un professeur congolais se pose. C'est-à-dire qu'il dit que avec
Il dit qu'avec un pays aux potentialités individuelles si prometteuses, comment les pays n'arrivent pas à décoller de façon collective? Donc, et cette question, pour moi, c'était la synthèse de tous ces livres-là. Ça veut dire que peu importe les gens qui sont allés dans des grandes universités, etc., ça sont des individualités. Mais maintenant, comment traduire ces forces individuelles en une force collective? Comment y arriver? Et là, vous remarquerez que c'est l'organisation interne qui devait arriver à faire ça. C'est-à-dire que mettre la bonne personne à la place qu'il faut, promouvoir les gens qu'il faut, euh, euh, rétribuer comme il se doit, etc., remettre en question, corriger les erreurs. C'est là où les collectifs, où les pays entiers devaient progresser si nous appliquons ces valeurs-là. Or, on remarque que les pays a toujours tant de difficultés à décoller de façon collective. Alors, et ici, quand je dis l'essence du collectif, mais dans les bons sens, c'est parce qu'on sait que les collectifs n'est pas c'est pas lorsqu'on se renferme sur des groupuscules, j'appelle même ça des groupuscules tribalisés, clanisés, colonisés même. C'est pas ça l'essence du collectif. Disons, parce que là, je ne suis pas en train de débattre des intellectuels d'une colline. Non, je parle ici de l'intellectuel congolais. Donc, moi, je vois plus grand que ça. Je vois l'État, je vois. Et ça fait du bien de voir quelqu'un qui, avec ce sens du collectif que les pays doivent avancer, il est originaire d'un coin, mais il rencontre quelqu'un qui vient d'un autre coin et il reconnaît en lui les valeurs intellectuelles et qui peuvent travailler ensemble. Et je pense que ça, si on travaille de cette façon-là, non, mais notre pays serait un pays fantastique. Mais on sait qu'on bat l'aile parce qu'il y a cet aspect-là. Vous verrez qu'il y a toujours des groupuscules d'intellectuels venant de tel endroit, de tel endroit. C'est qu'un peu dans les langages publics congolais, on appelle un peu la géopolitique, etc. Donc, on doit toujours voir. C'est vrai, on ne devait pas discriminer non plus, discriminer les gens, mais on sait que l'essence du mérite, puis si on a l'essence du mérite, je ne vois pas du mal pourquoi moi qui suis originaire d'une montagne, c'est pas du Congo, je ne peux pas travailler avec quelqu'un qui vient de l'extrême nord-ouest vers l'équateur de ce côté-là, ou bien travailler avec quelqu'un qui vient de Kaemba vers le Bandundu, ou bien quelqu'un qui vient, je ne vois pas du Kassai au centre, je ne vois pas pourquoi est-ce que je ne pourrais pas travailler avec quelqu'un qui manifeste les valeurs intellectuelles que je suis en train de citer ici. Mais quand je les discrimine par rapport à son origine, etc., là, je me suis renfermé dans ces petits groupuscules dont je vous ai parlé ici. Et donc, quand on discrimine un Congolais, en fait, un compatriote, quand on le discrimine, euh, quand on remarque qu'un Congolais est discriminé, on devait intervenir. On devait intervenir parce que si on ne fait pas attention, demain, on risque d'être la prochaine victime. Et quand on intervient, vous savez ce que vous faites, en fait, vous brisez cette chaîne-là du mal. Mais si vous n'intervenez pas, vous êtes complice, vous êtes vraiment complice. Hein. Vous pouvez faire dire, c'est pas mon affaire, mais vous êtes complice parce que vous avez vu, rappelez-vous ce dont je vous ai parlé, la vérité, la justice, vous avez vu ce qui est bien à faire, mais vous ne l'avez pas fait. Et donc, vous devenez du coup complice de la situation. Et peut-être une valeur sur laquelle j'aimerais revenir brièvement, c'est peut-être, nous allons finir bientôt, c'est par exemple les respects du temps, etc. Bien, on sait que le temps c'est une denrée rare, non renouvelable, voilà, un capital à fructifier. Mais quand on ne sait pas respecter les temps, bien, il y a un problème. Hein. Je ne pense pas qu'on peut être un intellectuel qui ne respecte pas les temps. Si on ne respecte pas les temps, évidemment, il faut changer. Et puis, vous savez pourquoi je parle de ça? Parce que quand on ne sait pas respecter le temps, on ne comprend même pas l'essence de la planification. Alors, l'essence de la planification, c'est savoir dire qu'aujourd'hui, il y a ça, demain, il y aura ça. Et pendant ce temps, comment on s'organise? Comment on utilise les bonnes ressources qu'il faut? Si on ne sait pas respecter le temps, parce que planifier, ça veut dire on fait quelque chose qui aura, c'est pour l'avenir ou c'est pour demain. C'est l'essence du temps, c'est l'essence du temps. Mais si on n'a pas l'essence du temps, on aurait un problème avec la planification. Or, je peux vous dire que comment est-ce que j'ai observé qu'est-ce que j'ai observé? Nos différents plans. Étudier un peu les différents plans qu'il y a eu au Congo-Kinshasa depuis les années 60. Pourquoi vous savez les plans échouent? Évidemment, il y a beaucoup de valeurs qui ne sont pas prises en considération dans ces plans-là, mais une autre valeur, c'est qu'on n'a pas de respect du temps. Et la plupart des projets, c'est du genre projet ceci, projet cela. On a eu plan 80, etc. C'était des plans ambitieux, trop ambitieux même. Ou même on vous disait qu'il fallait que, en tout cas, il pouvait que tolérer peut-être qu'on soit quatrième puissance mondiale, c'était ça. Mais
vous savez ce qui s'est passé, etc. C'est parce que peut-être on ne comprenait pas l'essence du temps et on ne savait pas que demain, il y allait avoir ça, ça et ça. Donc, quand on ne respecte pas les temps, on a ces problèmes-là de la planification. Et comme je vous dis, c'est intéressant de voir que tous les plans nationaux depuis 60 ont tendance à échouer. Et même quand les plans échouent, l'évaluation, on remarque seulement, on n'évalue même pas. Donc même l'évaluation aussi échoue. Et ça pose problème parce que demain, quand vous allez planifier, sachant que pratiquement tous les plans ont échoué, l'évaluation même n'a pas eu lieu, et demain, quand vous cherchez à planifier, bien, vous planifiez par rapport à quoi? Parce que vous n'avez même pas l'essence du temps, alors comment vous allez planifier? euh, une autre valeur, c'est le respect des principes en général. Le respect des principes, c'est-à-dire que quand on sait les principes, c'est quoi les principes à respecter, que ce soit dans le milieu du travail, etc. Évidemment, sans se restreindre pas ce que moi j'ai appelé un peu les droits des réserves qu'on fait signer à certaines personnes. Le respect des principes devait être là. Ça veut dire que vous savez que les principes, normalement, le principe est quelque chose de bien. Et quand le principe est là, je ne vois pas pourquoi un intellectuel devait être celui qui cherche à court-circuiter ou etc. Non, c'est quelqu'un qui devait être là pour appeler les choses à l'ordre et dire non, le principe est là, etc. Et ici même, quand on remet en question la gestion du pays, par exemple, c'est juste le respect des principes. On sait que les textes peuvent être bons, mais les suivis, il n'y a pas de suivi, c'est le rôle de l'intellectuel de rappeler. Non, 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 à la commune, je n'ai pas commencé par le chef de l'État, je commence par la commune, au niveau de la commune, etc. Donc, les engagements, par exemple, par rapport au respect des principes, les engagements, par exemple, devaient être respectés. Aussi, c'est quelque chose à prendre au sérieux. Lorsque vous êtes engagé, par exemple, vous ferez ceci, vous êtes déjà engagé. Bon, un intellectuel, parce que je suis sûr qu'avant de signer pour les engagements, vous aviez mis vos têtes, vous n'avez pas juste accepté, non. Et, 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 et par rapport au respect des engagements, j'aimerais revenir sur un point, peut-être un des derniers points par rapport aux valeurs, c'est que quand on ne peut pas travailler dans un système selon ses valeurs, vous savez ce que normalement un intellectuel sérieux, normal, qui joue de la liberté intellectuelle devait faire? Il devait tout simplement démissionner. Or, on sait bien qu'au Congo, la culture des démissions, ça n'existait pas, pratiquement pas. Donc, vous voyez que c'est quelque chose, tout le monde, si vous démissionnez, les gens vous diront, mais vous êtes normal, est-ce que tout va bien, etc. Alors que des choses devaient choquer l'opinion. Non, non, c'est des gens qui se posent des questions, est-ce que tu es normal? Donc, peu importe ce qui se passe, c'est rester là-bas, occuper la place. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que plus vous restez là-bas, plus vous portez aussi la responsabilité dans tout ce qui se passera parce que vous êtes présent. Et donc, quand on critiquera que tel système n'a pas marché, puisque vous en faisiez partie, et qu'en interne, il y avait des choses qui passaient, vous voyez là où il y a le mal, bon, vous laissiez passer, vous devenez complice. Et donc, quand on vous critique que vous aussi, vous faisiez partie du système, il ne fallait pas que vous puissiez vous sentir choqué parce qu'il y a au moins cet aspect que lorsque vous ne pouvez pas faire votre travail selon vos valeurs, selon les valeurs intellectuelles, il faut tout simplement démissionner, etc. Et il y a, par exemple, disons, je disais que quand on ne peut pas faire le travail selon ses valeurs, on démissionne. Alors, il y a, évidemment, par rapport aux valeurs, il y a beaucoup d'antivaleurs, etc. Mais je ne m'aimerais pas revenir sur les valeurs. Je vous ai parlé d'assez des valeurs. Je pense que si l'intellectuel congolais aujourd'hui les respecte, notre pays va émerger sur le plan collectif et je pense que ça serait une bonne chose. Donc, l'intellectuel doit combattre vraiment les antivaleurs. Parce que sa survie en dépend. Sa survie en dépend, etc. Donc, c'est l'intellectuel qui devait, par exemple, combattre le tribalisme. Ce n'est pas. C'est lui, c'est parce qu'il sait que c'est pas avantageux, ce n'est pas méritoire, etc. Vous discriminez les compétences, vous cassez des compétences, etc. Donc, vous participez à la destruction. L'aliénation aussi, c'est un problème, une antivaleur que l'intellectuel doit combattre. Parce que, comme je vous ai dit, les premiers intellectuels ou ceux qui devaient être intellectuels, c'était pour être assimilés aux Belges, donc devenir des évolués. Et il devait même tout faire, etc. Il devait même s'estimer dans sa tête qu'il est déjà devenu un blanc, un Européen, occidental. Non, non. Et non, donc, l'intellectuel, celui qui devait devenir intellectuel qui doit être formé à l'époque, il allait devenir évolué, parfois même il se comportait comme, ou il voulait devenir comme un blanc. Non, c'était un problème. Et donc l'aliénation aussi, c'est un des grands problèmes. Pour moi, personnellement, quand on me pose la question, quel est le plus grand problème au Congo-Kinshasa, évidemment, j'ai dit que c'est l'aliénation, parce que je sais que dans la tête de beaucoup de gens, il y a toujours ce truc-là qu'on veut être comme
l'évoluer, on veut être comme celui qui a le travail parce qu'il a étudié. C'est ça, pour ça on va à l'école. Et pourtant, l'école devait former des intellectuels, ça veut dire des gens qui utilisent leur intellect pour l'amélioration de la société. Alors, une autre antivaleur à combattre, évidemment, j'en ai parlé peut-être brièvement, c'est la médiocrité. Et parce que l'intellectuel, normalement, c'est quand même quelqu'un qui vise l'excellence. Donc, quand il est là à accepter la médiocrité, c'est quand même un problème. Et quand les médiocres, quand vous êtes dans un système de médiocres, etc., ça fait même référence à ce qu'on est en train d'appeler actuellement une médiocratie. Ça veut dire que c'est un système ou un pouvoir où ce sont les médiocres qui gèrent. Et ici, les médiocres, ce n'est pas nécessairement les gens incompétents, non. Même les gens hyper intelligents peuvent devenir médiocres. Ici, je me base sur les travaux récents d'Alain Delon qui parlait même des intellectuels médiocres, etc. Donc, pour lui, les intellectuels, ce n'est pas les gars incompétents. Non, tu peux être très compétent. Techniquement, tu sais ce qu'il faut faire, mais tu restes quelqu'un de médiocre. Parce que c'est toi la personne qu'on enverra toujours pour aller un peu raconter du n'importe quoi au grand public. Parce qu'évidemment, tu sais là où manipuler. Et parce que toi, tu as la connaissance technique que beaucoup de gens ne connaissent pas. Bon, tu peux désorienter les débats et puis voilà, le grand public va aller réfléchir ailleurs parce que de toute façon, tu es un salarié. Donc, on doit vraiment combattre que ce soit ces antivaleurs tels que tribalisme, aliénation, médiocrité, etc. Et je pense que c'est de cette façon que le Congo ira de l'avant. Bref, si je dois conclure de façon brève, qu'est-ce que je devrais dire? Si je conclue de façon brève, je dirais que sans les valeurs, peut-être que ma liste des valeurs n'est pas exhaustive, sûrement elle n'est pas exhaustive, l'intellectuel congolais ne sera jamais au centre du développement du Congo. Et ça, c'est ma conclusion. Et c'est par cette conclusion que j'aimerais arrêter mon intervention. Et puis, je laisse la parole au modérateur pour que, s'il y a question, qu'on puisse y aller. Merci beaucoup et merci pour votre patience. Merci. Merci beaucoup, docteur Faradja. Merci pour votre exposé. Et chers compatriotes, je pense que l'exposé était vraiment clair. Juste un petit résumé. Le docteur Faradja a défini un intellectuel et c'est lui qui remet en question de son existence. Et docteur Faradja nous a parlé aussi de valeurs dont un intellectuel doit posséder, qui sont la justice, la vérité, l'essence du mérite, l'essence collectif, le respect du temps et le respect des principes. Et Dr Faradja nous a fait voir aussi qu'un intellectuel doit combattre les antivaleurs lorsqu'il a parlé, il a évoqué les antivaleurs. Alors sans plus tarder, nous allons passer par la session de questions. Oui, je disais que sans plus tarder, nous allons maintenant passer par la session de nos questions que nous allons poser à Dr Faradja. Alors, je commence la première question, Dr Faradja. Est-ce qu'un autodidacte est un intellectuel? C'est la première question. Et la deuxième, lorsque vous avez parlé de la culte, plutôt, lorsque vous avez parlé de l'aliénation, il y a aussi un mot que je n'aime pas vraiment écouter, c'est les évoluer. Donc, que nos grands-parents et nos parents ont vécu, donc cette histoire des évolués. Alors, je m'aimerais poser la deuxième question. Une personne acculturée n'est pas un intellectuel? Alors, justement, merci pour la question, cher Arsène. Je pense humblement que un acculturé, ici peut-être on peut aller dans le sens de ces personnes aliénées, etc. Moi, je pense qu'il n'est pas un intellectuel, parce qu'un intellectuel, comme on l'a dit ici, c'est vraiment en question des gens, ok, comment je me suis retrouvé à me comporter comme les Blancs? Et vous voyez, déjà à partir de là, ça devait lui donner un titre que j'ai un problème. Comment expliquer que je n'ai plus, par exemple, de nom qui reflète ce que je suis? Alors, si vous êtes dans un milieu d'évoluer, déjà à l'époque, voilà, où on vous dit que le meilleur, c'est celui qui est plus proche disons, le meilleur, c'est celui qui est dans une certaine culture, évidemment, une autre culture, etc.
vous devez quand même vous poser beaucoup de questions. Et si vous ne le faites pas, vous ne vous remettez pas en question, là encore, je rentre un peu à ma définition, ça veut dire que cela devait poser problème. Et je pense aujourd'hui, ça a été, vous savez, dans l'histoire, je vais dire un peu intellectuelle de la RDC, c'était un des premiers combats, des débats dans les milieux universitaires des années 60, c'était à ce niveau-là. C'est-à-dire que on voulait décoloniser l'éducation. Donc, ça touchait évidemment à ces points-là parce qu'on savait qu'on ne fait pas fort. Alors, en tout cas, j'estime sincèrement qu'un acculturé, non. Disons, à un moment donné, si vous êtes intellectuel, vous pouvez ne pas être, vous pouvez être acculturé au départ. Mais à un moment donné, puisque vous posez des questions, vous reviendrez sûrement par chercher ce qui est bien. Et ce qui est bien, ce n'est pas qu'une culture soit évidemment détruite. Non, c'est ce que la colonisation voulait faire. Et vous, en tant qu'intellectuel, vous n'allez pas accepter de travailler pour une classe dominante qui cherche à aliéner certaines cultures. Non, ça, là, dans ce cas-là, vous n'êtes pas intellectuel. Et donc, c'est ce que moi, j'y pense, selon moi. Et comme je vous l'avais dit, l'un des plus grands problèmes au Congo, c'est un peu l'aliénation. Et cela commence évidemment dans les milieux intellectuels où, bon, on est là, on réfléchit Belgique, on réfléchit Paris, etc. Non, je dois réfléchir Mbanzangongo, je dois réfléchir Idiofa, je dois réfléchir comment joindre, je sais pas, c'est ça ce que je dois réfléchir. Je dois réfléchir comment la rivière Arouim devait être navigable. Je dois réfléchir comment l'or de, je sais pas qui vient du Maniema devait être, c'est pas raffiné. Je dois réfléchir comment je sais pas, les fers qui sortent, je sais pas, ou l'acier qui vient les fers qui devaient venir, c'est pas du bas Congo, comment ces fers-là devaient, c'est ça, je devais réfléchir par rapport à mes milieux. C'est pas réfléchir, ok, bon, nous allons faire ça pour quelqu'un d'autre parce que lui, il mange les chocolats, etc. Je dois produire le café. Mais combien de gens les consomment? Combien de gens? Donc, bref, sur ces points-là, il y a beaucoup de choses, hein. Il y a en tout cas beaucoup de choses pour moi que j'estime que l'intellectuel actuel au Congo devait remettre en question. Donc, si quelqu'un vraiment il est acculturé, pour moi, je dirais non, il n'est pas intellectuel malheureusement. À lui de revenir et puis voilà, de se poser des bonnes questions et puis de se remettre en question. Bonsoir la famille, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup, Monsieur Faradja. Je viens de suivre à la lettre votre explication. Ma question est de savoir, est-ce que un intellectuel, pour être intellectuel, il faut nécessairement passer par les bancs de l'école? Ou bien si oui, quel est le niveau qu'une personne peut atteindre au niveau, je peux dire, dans sa formation pour être appelé intellectuel? En fait, personnellement, je ne pense pas que pour être intellectuel, il faut passer nécessairement par les bancs de l'école. Comme j'ai dit dans mon exposé, les buts de toute école, c'est de former les intellectuels. Normalement, c'est ça les buts. C'est former des gens qui sont capables de... Et ça, vous le voyez dans la mission de l'école, de toute école, université, etc. C'est former des gens capables de s'assumer en tant qu'humains, d'user de leur capacité intellectuelle pour, voilà, pour les bien-être de la communauté, de la société, etc. Mais on sait qu'il y a des autodidactes. Et les autodidactes, ça veut dire que c'est quelqu'un qui s'est formé lui-même. Hein. Il s'est formé lui-même et puis voilà, il est allé au-delà. Et je pense ici, même un autodidacte, il y a quelque chose que les autodidactes ont et que certains même diplômés n'ont pas. Vous savez, l'autodidacte, c'est quelqu'un, il sait qu'il n'a pas de diplôme. Il sait que ce n'est pas les diplômes qu'il cherche, mais il sait qu'il doit accumuler autant de connaissances possibles, etc. Et il doit s'améliorer. C'est ça, il doit s'améliorer, donc il se remet en question. Et donc, on peut effectivement être un intellectuel sans avoir fréquenté l'école. On peut l'être. Une des façons de l'être, c'est aussi facilement, c'est fréquenter les intellectuels. Parce que quand vous les fréquentez, évidemment, il y a des choses que vous allez copier chez eux. C'est même ça, les cercles d'intellectuels, ça a toujours existé un peu par-ci, par-là. Donc c'est un peu ça. Il faut
je ne pense pas nécessairement qu'il faut aller à l'école. Donc, mais c'est juste se former et puis voilà. Et puis faire preuve de ses valeurs intellectuelles et puis jouir de sa liberté intellectuelle. Voilà, c'est tout. Je ne pense pas qu'il y a autre chose à part ça. Je ne pense pas. Et il peut faire autant, il peut faire le travail intellectuel. Hein. On connaît même beaucoup des gens qui n'ont pas étudié, qui n'ont pas. Mais il peut faire un travail intellectuel, ils peuvent le faire. Et donc, quand ils font sienne, quand ils font ils prennent ces valeurs, tout ça intellectuelles, ils les adoptent, pourquoi pas, et ce sont des intellectuels à part entière. Évidemment, on dira que c'est pas un diplômé, ou il n'a pas, non, mais c'est un intellectuel à part entière. Donc, pour ces gens de personnes, moi j'ai un grand respect pour ces intellectuels, ces gens de personnes, qui ne sont pas nécessairement des diplômés, mais qui sont des intellectuels parce qu'ils se remettent en question, ils remettent en question, voilà, ils ont des valeurs intellectuelles, etc. Alors, je viens de voir la question de Léon qui dit, OK, juste une question concernant, voyant nos dirigeants des systèmes éducatifs qui prouvent qu'il n'y a pas, il y a moins d'intellectuels selon les valeurs ou définitions que vous avez données. Alors, OK, que faire, etc. Alors, personnellement, c'est que par exemple, aujourd'hui, c'est un dimanche, et voir des jeunes gens qui se réunissent régulièrement, qui exposent, qui parlent. C'est quand même des valeurs pour moi qui m'ont marqué lors de mon séjour en Chine. Et j'estime que c'était dans le sens de favoriser cette émergence d'intellectuels. Et donc, ce que la CCFC fait ici, c'est dans ce sens-là. Personnellement, c'est ce que je pense. Et c'est pourquoi je n'ai jamais refusé d'apporter une pierre à l'édifice. Alors, je pense personnellement que je pense personnellement que les réseaux, parce que ici je dois parler en termes des réseaux, les réseaux de ceux qui combattent l'émergence de l'intellectuel selon ses valeurs, il y a des réseaux. Mais il devait, je pense, avoir aussi des réseaux qui eux se disent que nous, c'est notre rôle de rester comme ce que certains au Congo aiment s'appeler gardiens du temple. Ça veut dire que vous savez que si vous devez vous associer. Vous associer selon les valeurs. C'est connu, non? Les gens des valeurs similaires ont tendance à s'associer. Donc, c'est aussi ça, je pense, aussi la responsabilité de l'intellectuel d'identifier les autres personnes qui font preuve de ces valeurs intellectuelles et puis qui peuvent les mettre en application. Vous vous associez et voilà, on sait qu'un réseau, il n'y a qu'un réseau qui peut battre un réseau. C'est pas un individu qui va battre un réseau. Non, c'est impossible. Chaque fois qu'au Congo, les gens se plaignent que voilà, les choses ne marchent pas, etc. Il y a la seule chose pour moi que j'estime à faire, c'est vous associer, faire ce que vous pouvez faire pour mettre en groupe avec des gens qui ont les mêmes valeurs. Alors, devons-nous nous focaliser sur la génération future pour reconstruire? En tout cas, je sais que il y a des aspects dans tout système qu'on cherche à construire. Soit on répare, soit on prépare. Mais si on ne va que par un aspect, ça veut dire on dit on va juste préparer, mais qui est cette personne qui préparera la génération future? Et je sais pas, vous vous êtes rendu compte que chaque génération, il y a toujours des nouvelles générations qui viennent. Chaque génération, elle devait aussi se poser la question, hein, chaque génération se posait la question, qu'est-ce que les anciens n'avaient pas fait, qu'est-ce que l'on doit faire? Je pense que cette remise en question aussi, ça rentre dans le rôle de l'intellectuel, ça veut dire, est-ce qu'aujourd'hui on peut se dire que la première génération d'intellectuels, si on doit parler de la sorte, ou la deuxième, ou la troisième, est-ce qu'elle avait fait le travail comme il se devait? Et s'il n'avait pas fait, eh bien, c'est à nous de prendre la relève et dire, bon, nous trouvons qu'il y a un grand problème là, bon, nous allons commencer par résoudre là-bas. Et de cette façon-là, je pense que nous essayons de corriger petit à petit, parce que je dois dire que corriger 60 ans et plus d'erreurs, ce n'est pas aussi facile. Et je ne peux pas donner une formule magique ou coup de baguette magique pour dire des baguettes magiques pour dire tapons comme ça. Non. Je sais que dans ma façon de voir, je sais que le changement d'une société doit prendre au moins une génération. Donc il faut qu'une génération puisse accepter un peu, de souffrir un peu, et puis de préparer la prochaine génération. Et ça prend au moins 30 ans. Donc, si on doit prendre une génération, si on doit préparer un Congo différent sur tout point, sur tous les aspects possibles, le Congo, je pense que dont rêvait
certaines personnes qui nous disaient le Congo est grand et exige de nous la grandeur, etc., on devait évidemment nous mettre vraiment au travail. Ça veut dire que on devait savoir que, évidemment, on peut souffrir. Et c'est aussi ça, l'intellectuel doit accepter de souffrir un peu. Parce que quand je vous ai dit, parler parler justice ou dire la vérité, il y a des coûts, hein, il y a des coûts qu'on paye en tant qu'intellectuel. Et ça, c'est connu parce que la classe dominante ne va jamais vous laisser dire la vérité et la justice. Mais c'est aussi à ce point-là qu'il faut être courageux. Ça veut dire quand vous êtes un réseau, ça permet, ça facilite aussi que les choses puissent aller de l'avant. Mais quand vous êtes seul, évidemment, le système va vous écraser et puis vous écraser. Et à la fin, vous serez déçu, vous serez obligé de quitter et d'abandonner. Mais quand vous mettez un groupe, c'est quand même une bonne dynamique qui peut se créer, qui peut contrebalancer les effets de la mais de façon aussi pesée, pragmatique, c'est, je pense, participer au débat public. Hein. Il faudrait participer vraiment au débat public et ne pas avoir honte, que ce soit, par exemple, maintenant, je sais qu'il y a une nouvelle loi sur la loi de l'enseignement, etc. Jusqu'à quel point où les uns et les autres avaient participé ou participent dans ces débats-là. Et parce que quand vous lisez, bon, il y a des choses qui marchent, des choses qui ne marchent pas. Comment est-ce qu'on peut... je pense que ça fait aussi partie de la réflexion hein, des groupes, c'est-à-dire que on peut contribuer à ce niveau-là, on peut contribuer à ce niveau-là où il y a ces différents niveaux d'intervention, mais nous focalisons sur ça. D'autres personnes peuvent se focaliser sur un autre. Et je pense de cette façon-là, de façon collégiale et puis de façon dans un réseau, hein, les choses peuvent s'améliorer. Donc il ne faut pas être, je ne suis pas fataliste et je n'aimerais pas que l'on soit fataliste. Notre pays n'est pas le premier qui a atteint ces fonds-là, mais on peut y sortir de là. Merci, docteur Faradja. Donc, nous avons plus ou moins 7 minutes encore pour nos questions, les réponses de docteur Faradja. Alors, docteur Faradja est là, il est là en attente de nos questions. Merci. Bonsoir, docteur. Oui, je pense que vous avez répondu à ma question et je suis d'accord, surtout avec les points que vous avez mentionnés concernant les réseaux, où il faut créer des réseaux de personnes, sinon des intellectuels. Mais je vous ai encore entendu quelque part dans une de vos réponses, vous dites que il n'est pas nécessairement obligatoire ou être un intellectuel ne veut pas dire toujours passer par l'école. Alors ma question est de savoir qui rend une personne intellectuelle. C'est la société, c'est l'école ou c'est sa façon de vivre ou c'est inné. Bon, je ne sais pas qui rend la personne intellectuelle parce que si une personne ne passe pas par le banc de l'école, mais elle est intellectuelle, il y a aussi de ceux qui passent par le banc de l'école, la personne devient intellectuelle. Il y a aussi la société qui rend une personne intellectuelle. Alors, je ne sais pas comment vous définissez ça. Ils sont là, ils sont évidemment rares, mais ils sont là. Et ça fait toujours... Ok, comme l'orateur venait de me présenter, merci beaucoup. En fait, je devais dire bonsoir et puis bon après-midi à ceux qui sont à Kinshasa, bonsoir à ceux qui sont en Chine, bon après-midi à ceux qui sont ici à Kinshasa. Mon nom c'est Philippe, comme l'orateur m'a présenté, et aujourd'hui je parlerai des valeurs chez l'intellectuel du Congo-Kinshasa. En tout cas, je dois d'abord dire merci à l'équipe qui m'a demandé de partager quelque chose que j'ai à cœur avec vous, et j'estime que tout le monde sortira gagnant et puis tout le monde aura gagné quelque chose de cette interaction. Même au niveau de la commune, l'intelligence ne joue pas son rôle. Pourquoi est-ce qu'il devait sauter directement? Non, ça commence là où tu vis, au niveau du quartier, etc. Alors, les valeurs chez l'intellectuel du Congo-Kinshasa, peut-être que beaucoup de gens se posent la question, mais pourquoi est-ce que j'ai pris ce tel sujet? Les contextes, je dois les préciser d'entrée en jeu. La remise, je suis beaucoup plus dans un contexte de remise en question continuelle ici en RDC. Donc, je ne voudrais pas dire, de prime abord, dire que la valeur de l'intellectuel, évidemment, que nous allons définir un peu bientôt, c'est aussi l'une des fonctions d'un intellectuel, c'est de remettre en question même les croyances les plus évidentes, parce que les choses, même les plus claires, peuvent toujours comporter et avoir des problèmes.
Et donc, un acculturé, pour moi, je pense qu'il n'est pas intellectuel. Ça peut arriver. Ça peut arriver que vous êtes né ou dans un contexte tel que, voilà, il y avait... Alors, pour ce qui est de la RDC, évidemment, j'essaierai d'être bref, le plus bref possible. On sait que notre pays ne va pas bien. Ça ne devait pas être un secret pour qui. Je ne pense pas que ce soit un secret. Notre pays ne va pas bien, et c'est là depuis bien longtemps. Évidemment, dans les débats de notre pays ne va pas bien, il y a toujours des gens qui rejettent la responsabilité aux uns aux autres. Mais c'est de notre devoir en tant qu'intellectuel de remettre en question les pratiques existantes, de remettre en question les croyances, de remettre en question notre façon de procéder, et puis c'est de remettre en question le contexte ou la situation générale, voir là où les choses ne sont pas bien, et puis corriger pour aller de l'avant. C'est aussi cela le rôle que les intellectuels doivent jouer dans leur société. Merci beaucoup, Monsieur Faradja. Monsieur Faradja est en attente de nos questions. Donc, posons des questions. Il est là, il va nous répondre. Alors, je suis de formation, je suis ingénieur de formation. Et chez nous, les ingénieurs, il y a toujours quelque chose par rapport toujours au contexte des remises en question. C'est que normalement, l'ingénieur, dans ses calculs, il aime toujours vérifier ses calculs. Les ingénieurs qui sont dans l'audience, ils peuvent peut-être se rappeler. Et donc, les premiers, quand tu fais tes calculs, tu n'es jamais si sûr. Et donc, tu dois toujours refaire pour être sûr que les choses sont bien. Et c'est ça, c'est une façon de... C'est ça la remise en question. Donc, les certitudes les plus absolues peuvent ou doivent aussi être remises en question. Parce que si on ne les remet pas souvent en question, les certitudes absolues peuvent créer souvent des extrémismes. Et on en a vu dans l'histoire où les gens croyaient Dieu comme fer que voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça, et puis ils ont causé des dommages qu'on n'a jamais pu réparer. Donc, évidemment, dans ces contextes de remise en question, nous allons commencer par définir l'intellectuel de façon brève. Je ne voudrais pas donner une définition d'un dictionnaire. Je voulais être le plus bref possible pour ne pas entrer peut-être dans un débat académique, etc. Pour moi, l'intellectuel, je regarde juste deux choses. Je regarde l'aspect intellect et puis l'aspect intelligence. Mais les deux aspects ils doivent être mis en œuvre. Donc, ce n'est pas une intelligence qui reste théorique ou qui reste qui doit moisir quelque part, mais c'est pas aussi une intelligence qui doit être mise en application. Et donc, quelqu'un qui applique son intellect ou qui l'utilise, ou qui utilise son intelligence, pour moi, j'estime qu'il est intellectuel. Bref, c'est ça ce que je pouvais dire par rapport à la question de Léon. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Et ici, il faudra aussi dire qu'un intellectuel, quand on parle de l'intellect et de l'intelligence, c'est pas nécessairement, c'est pas surtout pas un détenteur de diplôme, même si dans le contexte congolais, il y a toujours cette, on essaie un peu de quoi ça, de relier les deux termes, mais normalement, c'est pas tout détenteur de diplôme qui est intellectuel, parce que bon, pour certains, c'est juste, tu finis ton parcours académique, ça s'arrête à ça, et tu ne te poses pas les questions existentielles par rapport à la société dans laquelle tu vis. Et donc, pour un intellectuel congolais, il devait toujours utiliser son intellect et se poser des questions. Et ces questions, c'est toujours évidemment dans le contexte de la remise en question. Donc, lorsqu'on oppose l'intellectuel au détenteur des diplômes, il est donc vrai que, et ça peut-être on peut se l'imaginer, que même les buts, même quand on part à l'école, c'est pas former les détenteurs des diplômes. Je pense que vous nous les avez rappelé plusieurs fois, la différence entre la tête bien faite ou la tête bien pleine, etc. Et donc, normalement, les écoles, même ici au pays, les buts, les écoles cherchent à former des intellectuels. Parce que on sait que les intellectuels doivent être utiles. J'ai parlé un peu avant de l'intelligence ou de l'intellect qui est mise en œuvre. Donc, quand cette intelligence est mise en œuvre, il y a cet aspect utilité qui est créé. Et ce qui est en opposé avec les détenteurs de diplômes qui, pas nécessairement, utilisent leur intelligence de façon à améliorer ou dans un sens utilitaire. Alors, c'est aussi justement par rapport à ça que
un intellectuel aussi défini par l'essence du raisonnement critique, ou en anglais critical thinking. Ça veut dire que ce n'est pas juste un raisonnement où on accepte, où on reprend, où on donne ce qu'on a reçu, mais c'est les types d'activités intellectuelles telles que ce qu'on reçoit, on, on, les, on les traite aussi pour avoir quelque chose de mieux. Ça veut dire qu'on n'est pas comme on dit certains en informatique, garbage in, garbage out. Ça veut dire que tout ce qui entre, c'est ce qui va sortir. Non. Et ce qui entre, vous devez quand même les traiter. Évidemment, pour peut-être y ajouter, pour que ça puisse avoir une valeur ajoutée. Et donc, les raisonnements critiques fait vraiment partie intégrante de quoi ça, de chaîne intellectuelle. Hein, un intellectuel qui n'a pas de raisonnement critique, c'est pas vraiment un intellectuel, dans le sens où on peut l'amener à faire du n'importe quoi, et bon, lui, en tant qu'agent d'exécution intellectuelle, bon, il ne va pas se poser des questions. Si les ordres qui lui ont été donnés méritaient qu'on puisse raisonner là-dessus. Mais c'est le rôle de l'intellectuel de raisonner, et c'est là de façon critique. Aussi, un intellectuel n'est pas nécessairement un universitaire. Peut-être j'aimerais aussi revenir sur ce point-là. Même si au Congo, ça a toujours été le cas, ou souvent. Moi, évidemment, ce n'est pas tout le monde, mais on a toujours tendance à croire que les grands intellectuels sont nécessairement des universitaires. Et quand vous voyez des universitaires, évidemment, qui deviennent plus tard ou qui sont détenteurs de diplômes universitaires d'une certaine façon, et quand on les voit se comporter mal ou d'une certaine façon, on leur dit toujours, mais vous êtes des universitaires, tout ça, etc. Mais de façon réelle, un universitaire n'est pas nécessairement un intellectuel. Parce qu'il peut être juste quelqu'un qui a suivi tout ce qu'on lui disait de faire. Votre prof vous demande à vous donner, à vous passer, c'est tout. Mais vous n'avez jamais peut-être opposé même à votre prof, lui dire non, vous avez dit A, moi je pense B, pourquoi A, B, parce qu'il y a cet argument, etc. Et généralement, c'est cette remise en question intellectuelle qui fait même progresser la science. Parce que si tout le monde devait accepter ce que les références historiques ou traditionnelles disent, il n'y aurait pas de révolution ni en sciences, ni dans l'éducation, ni nulle part dans la société. Alors, la remise en question est vraiment intéressante et les raisonnements critiques viennent vraiment chapeauter un peu ce qui devait se manifester chez l'intellectuel. Alors, parlant de l'intellectuel qui n'est pas détenteur de diplôme ou l'intellectuel qui n'est pas nécessairement un universitaire, j'aimerais quand même relever un point ici au Congo-Kinshasa, c'est que les départs, et si je parle beaucoup plus de l'impact de l'école, l'impact de l'école au Congo, l'école au Congo, telle qu'elle avait été conçue, n'avait pas en réalité été conçue pour créer des intellectuels. Donc, le but principal, c'était pas ça. Et ça, il faut lire l'histoire de l'éducation au Congo dès le départ, voir que l'université ou l'école congolaise, le but, c'était pas ça, c'était pas de former des gens qui peuvent réfléchir de façon critique ou des gens qui peuvent remettre en question, parce que, évidemment, nous sommes à la période coloniale, et remettre en question, cela voudrait dire remettre en question les régimes établis, et cela donc poser problème. Et c'est ce qui fait même que pour l'établissement de l'école au Congo, il y a eu plusieurs débats. L'école, aller à l'école c'était beaucoup plus pour s'émanciper, comme vous le savez. C'était pour devenir évoluer, ce qu'on appellera évoluer plus tard. Donc, c'était ces raisonnements tels qu'un Africain doit passer par l'école occidentale pour devenir un évolué, pour se rapprocher de l'occidental. Et évidemment, c'est l'occidental qui doit amener cette école. Donc, en quelque sorte, il fallait donner à l'Africain une certaine façon de s'émanciper. Évidemment, on peut parler même qu'il y avait un peu du racisme parce que au départ, évidemment, les gens ne croyaient pas vraiment que l'homme noir avait les mêmes capacités qu'un blanc. Et donc, et il fallait à tout prix donner quelque chose ou une sorte de formation qui en fait démontrait cette croyance que l'Africain n'était pas aussi intellectuellement capable que les Blancs, c'est-à-dire qu'il pouvait se remettre en question sa propre existence, se remettre en question la société dans laquelle il vit, etc. Mais ils avaient quand même peur parce qu'ils savaient que si le système de colonialisme s'écroule, ils allaient être les perdants. Pour être l'éducation ou l'école, c'était beaucoup plus pour être à proximité avec les Blancs, pour être formaté, c'était plus ça que l'école avait été établie. Et les gens ne devaient pas être surpris que l'État congolais, l'État, je parle ici de l'État colonial,
ou du Congo belge, l'État, je parle ici de l'État, c'est pas l'État qui sera l'initiateur de l'école au Congo. Donc, parce que l'État ne voudrait pas évidemment que les Congolais puissent arriver à cette phase-là de devenir intellectuel. Et par contre, ce qu'on remarque, ce sont les églises qui amènent l'école au Congo. Et le but était simple, c'était pour, au fait, te former, pour être dans la proximité de celui qui t'a formé, et pour les servir. C'était beaucoup plus ça. Donc, on les forme pour un but précis, pour nous servir. Et c'était pas pour se servir lui-même. Ça veut dire, un intellectuel doit se servir, pas lui en tant qu'individu, mais servir la communauté ou les siens, etc. Et malheureusement, comme on le voit, ce sont les églises qui amènent l'école au Congo. Et c'était pour un but précis. Et donc, l'école congolaise, de toute tendance, n'avait pas pour but d'émanciper les Congolais. C'était pas ça le but premier. Et c'est là même ce mauvais départ peut expliquer pourquoi traditionnellement on n'avait pas eu beaucoup d'intellectuels. Disons d'abord la formation avait été problématique parce qu'ils avaient peur, les colons avaient peur d'ouvrir les écoles, mais aussi quand les écoles sont venues, je parle de à tout niveau, hein, c'était pour les pays a produit très peu d'intellectuels aussi, malgré qu'il y a eu évidemment après des entrées de diplômes qui devaient servir les rôles pour lesquels ils avaient été formatés. Il n'y avait pas eu beaucoup d'intérêt. Alors, les systèmes de départ et sa suite. Et là, ce n'est pas juste à l'époque du colonialisme, c'est la suite aussi du système éducatif congolais qui n'avait pas été modifié. Et vous vous rappellerez bien qu'au Congo, dans les années 60, il y a eu des grands débats dans les milieux universitaires pour qu'on puisse décoloniser l'éducation. Il y a eu des grands débats et ce qui même arrivera au massacre, etc., à l'université, parce que les syndicats ou l'association des étudiants, que ce soit de l'Ovanium ou les étudiants du Congo, ils demandaient expressément que, par exemple, les étudiants puissent être intégrés dans les comités de gestion des universités. Quelque chose qui se fait actuellement, mais à l'époque, ils réclamaient vraiment qu'ils puissent faire partie intégrante du comité de gestion et qu'on puisse aussi réformer l'éducation parce que l'éducation, il y avait un manque d'adéquation entre la réalité et ce qu'on leur formait. Donc, ils voulaient qu'on puisse leur donner quelque chose qui était utile pour eux. Et quand je parle de cet aspect ou du système de départ qui n'avait pas été fait pour créer les intellectuels, je vois par exemple quelqu'un qui, en 1928, par exemple, il dira que le système éducatif est fait. Et ça, c'est quelqu'un, il était du système. Le système éducatif avait été fait pour niveler les cœurs et les esprits. Donc, vous comprenez un peu, ça veut dire que les cœurs, disons, en fait, tout ce qui est émotion, etc., devaient être nivelés, mais aussi les esprits, je peux appeler ça tout ce qui est rationnel et les restes, devaient être nivelés. Et ça, c'est Monseigneur Demptine qui le dira. Beaucoup de gens peut-être au Congo ne connaissent pas ce Monseigneur Demptine, mais pour ceux qui... Monseigneur Demptine le préfet apostolique du Katanga dans ces années-là. Et ceux qui sont à Lumbashi, ceux qui ont été à Lumbashi au centre-ville, je pense qu'ils connaissent l'avenue Monseigneur Demptine. En tout cas, la dernière fois, moi, j'y étais. En 2015, j'ai vu les noms, l'avenue Monseigneur Demptine. Et donc, c'est quelqu'un qui a une histoire au Congo, etc. Alors, il dira un peu dans l'argumentaire qu'en matière scolaire, les droits souverains de la puissance coloniale et la sécurité, en matière scolaire, les droits souverains de la puissance coloniale et la sécurité à l'ordre public excluent toute compromission. Et cela, ça renvoie à ce que je vous disais, que l'intellectuel doit remettre en question. Et donc, ils avaient peur, évidemment, que si le système allait être ouvert pour créer ou former des intellectuels, il allait avoir un problème. L'ordre public allait avoir un problème, la sécurité du genre l'ordre public et puis la puissance coloniale. Donc, il allait avoir un problème dans ces deux aspects-là et il ne fallait pas compromettre, comme il dit. Donc, ces deux aspects-là doivent exclure toute compromission. Les droits souverains, la puissance coloniale et puis la sécurité à l'ordre public. Il n'y a pas de compromission. Donc, même l'école ne devait pas former des gens qui vont compromettre. En réalité, Monseigneur Demptine dira même plus tard que les gens que nous formons, ce sont des gens, parmi eux, il n'y aura personne un jour qui réclamera l'indépendance. Et ici, nous sommes 22 ans avant, disons, nous sommes en 1922, nous sommes en 1928 plutôt, donc pratiquement, nous sommes 32 ans avant l'indépendance. Et il y a quelqu'un qui est dans du système, qui pouvait parler avec
confiance avec certitude que de tous les gens ici que nous formons, il n'y aura pas des gens qui pourront réclamer un jour l'indépendance. Alors, les concepteurs du système, évidemment, comme je le disais, ils pensaient à l'époque, et ils pensent encore aujourd'hui que l'intellectuel est une menace. En réalité, si l'intellectuel de l'époque où les formés à l'université ou à l'école, mais ils avaient peur qu'ils puissent devenir intellectuels, il est une menace pour les pays. Non, ce n'était pas une menace pour les pays. Je ne vois pas encore un intellectuel peut être une menace pour les pays de façon claire. Mais en réalité, un intellectuel réel qui remet en question peut devenir facilement une menace pour les intérêts de la classe dirigeante. Et c'est ça ce que Monseigneur Dempsey nous fait dire avant, là, que la sécurité à l'ordre public ou les droits souverains de la puissance coloniale, ces deux aspects doivent être protégés de façon à ce qu'on ne puisse pas former des intellectuels qui créeront cette compromission-là. Et donc, chaque système qui était au Congo, les églises et plus tard l'État, et même on sait, l'État qui vient au Congo à l'époque, quand l'État commence l'école, beaucoup de gens ne savent pas pourquoi l'État s'était impliqué avec la construction des Athénées et le reste. C'était pour, au fait, réduire l'influence que les églises avaient sur le plan éducatif. Donc, c'est dans ces aspects-là que l'État a été obligé à un moment donné d'entrer vraiment dans l'éducation. Mais au départ, l'État n'y était pas vraiment du genre les écoles gérées par l'État, non. Et là, il faut rentrer, par exemple, au débat de Bruxelles en 1954, lorsque le Parti libéral en Belgique vient de remporter les élections, etc. Donc, c'est Bruxelles qui, pour la première fois, un libéral, et comme on sait en Belgique, les libéraux et puis les cléricaux ou les gens proches de l'Église, les conservateurs, ils n'entendent pas. Et il fallait qu'ils amènent la même politique qu'il y avait en Belgique. Ici, ça veut dire que... Vous en prie. Oui, justement, Léon, c'est pour ça, vous avez vraiment raison que devenir intellectuel, on peut devenir intellectuel par différents canaux ou moyens. C'est-à-dire qu'on n'est pas, c'est pas nécessairement par l'école. Je vous donnerai juste un exemple. C'est-à-dire que, et peut-être sur ce point-là, au Congo, on est un peu en retard, disons, pour certaines personnes ou pour la majorité. Ça veut dire que quand vous, par exemple, vous êtes dans une famille d'intellectuels, ça veut dire, j'estime que les papas intellectuels, ça veut dire que quand vous vous asseyez avec lui, c'est quelqu'un qui est toujours dans la remise en question, etc. Si vous avez une maman aussi qui est dans la même dynamique, je trouve surprenant que les enfants ne puissent pas déjà très tôt développer cette façon de procéder. Je trouve ça surprenant. Ça peut arriver, mais on trouve ça surprenant, à moins que les parents ne soient pas regardants là-dessus. Je disais que par cette petite question que notre conférence a pris fin. Et bonne soirée pour ceux qui sont à Kinshasa et bonne nuit déjà pour nous qui sommes en Chine. À nous revoir prochainement. Mais c'est pas seulement, disons au niveau de la famille, ça peut se faire. Mais si on a des familles telles que, disons, il y a ces déficiences-là, c'est-à-dire que dans tout milieu où tu es, où vous êtes, il n'y a personne qui... il y a très peu de gens, ou si pas des gens qui sont dans cette dynamique-là intellectuelle. Je trouve que ce sera difficile. Et pour ce genre de personnes, l'école peut les aider. Et pas seulement l'école, ça peut être les différents cercles que vous fréquentez. Ça peut être peut-être l'église. Si je pense à l'église, il peut aussi y avoir des intellectuels à l'église, hein, des réseaux là-bas, mais ils sont intellectuels, mais bon, évidemment. Ils remettent aussi en question, si vous en faites partie, vous allez aussi en bénéficier. Ça peut être aussi au quartier, je ne sais pas dans quelle dynamique les gens se réunissent, etc. Cela peut aussi faire de vous un intellectuel. Ça peut être aussi des amis, hein. Vous savez, et là c'est quand même intéressant. C'est quand même intéressant que beaucoup de gens ont appris la remise en question, c'est par rapport à leur fréquentation aussi. Ça veut dire que vous avez trouvé quelqu'un qui, lui, il a appris et puis vous vous rendez compte que vous n'êtes pas comme ça. Vous ne vous remettez pas en question, généralement facilement, et vous pouvez facilement apprendre. Par cette influence de l'amitié, des fréquentations, etc., vous pouvez toujours arriver à développer ces valeurs intellectuelles, vous pouvez arriver à développer un peu l'usage de l'intellect. Ça veut dire que évidemment, c'est dans les interactions des humains qu'on peut aussi apprendre, etc., l'influence, etc., qui peut aider quelqu'un à les devenir. Donc, il n'y a pas franchement des schémas établis. Justement que l'intellectuel devait être, à un moment donné, il doit être capable d'utiliser son intellect, son intelligence pour
pour être utile à la communauté, utile à la société, voilà. Donc, c'est ça, je pense que c'est ça le rôle que l'intellectuel devait faire. Donc, quand vous atteignez ces niveaux-là, c'est que vous êtes passé par différents. Actuellement, même je peux dire même actuellement sur les réseaux sociaux, hein, il y a quand même des gens qui prennent des positions, je dis courageuses, et vous trouvez que c'est quand même, c'est digne d'un intellectuel. Et au lieu d'aller dans des groupes ou dans des réseaux sociaux où c'est du n'importe quoi qui est raconté, où c'est la légèreté qui est racontée à longueur des journées, il y a des endroits où les gens sont dans cette dynamique là, intellectuelle, etc. Donc, si vous faites partie de ces cadres-là, facilement, évidemment, il y a des choses qui sont facilement corrigibles au départ, mais je ne peux pas restreindre qu'il n'y ait pas d'autres moyens où cela peut arriver. Merci, docteur Faraja, pour cette brillante présentation que j'estime vraiment digne d'un intellectuel. Je suis James Lunanga, je vis en Guangzhou. Je suis en train de faire mon cycle de maîtrise en éducation. Et effectivement, j'ai trouvé très intéressant votre speech. Je voulais dire intellectuel en RDC. Moi, j'attendais cette personne là-bas, bien sûr, qui dont la formation ou profession relève du domaine des idées, de la pensée et du savoir, comme vous l'avez dit. Et je ne vous contredis pas. Mais ma question, effectivement, est de savoir si nous pouvons encore compter sur les intellectuels congolais. Vous ne trouvez pas que l'intellectuel congolais est en voie de disparition? Merci. Léon, sans oublier, juste pour compléter, sans oublier que, par exemple, pour vous qui faites partie de ces groupes, de cet exposé, vous avez participé à cet exposé, si il y a une chose ou deux choses que vous n'avez pas, par exemple, vous pouvez aussi, tu vois, vous pouvez aussi vous avez appris, je pense, et c'est ça ce qui fait que vous, en tant que quelqu'un qui a été présent, vous serez influencé, pas comme quelqu'un qui aurait été absent, de cette interaction. Donc, ça fait aussi partie de. Donc, votre présence, voilà, ça permet. Et moi, j'ai toujours été très reconnaissant lorsque j'ai participé dans des débats intellectuels où vous entrez quelque part, vous apprenez des choses, vous êtes là. C'est vraiment intéressant d'y être. Ok, merci beaucoup, Monsieur James. Votre question, elle est vraiment pertinente et je dois vraiment l'avouer. Et ça fait partie, je pense, des questions difficiles parce que moi, je n'ai pas un problème à dire cette question elle me dépasse la tête. Non, je n'ai pas une réponse. Comment je vais dire qui pourrait peut-être donner de façon exhaustive tous les éléments que vous attendez. Mais ce que je peux dire est que mon observation de la RDC, que c'est un pays quand même surprenant. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de temps où vous êtes là, vous dites, ah non, ce pays, ça n'a pas d'espoir. Et puis, à partir de rien, vous voyez, non, il y a un groupe de gens qui sont arrivés, qui sont venus vraiment un peu avec ces feux-là intellectuels, etc. Je ne pense pas, personnellement, que l'intellectuel congolais est en voie de disparition. Je peux encore dire qu'il y en a vraiment très peu, ça c'est vrai, il y en a très peu. Et vous vous rappelez, ceux qui ont suivi les fameux procès des 100 jours, il y avait un peu cette question d'intellectuel, qui l'est, qui ne l'est pas, etc. Et ils peuvent être rares, et ils sont rares, ça c'est vrai. Mais ils sont là, ils sont vraiment là. Et ça fait toujours du bien quand vous rencontrez des intellectuels congolais, etc. Évidemment exceptionnel, ça vous donne l'espoir que vous devez toujours vous devez toujours rester dans cette dynamique-là. Et moi, personnellement, je pense il y a quelques années, il y avait des tournées d'intellectuels où on disait la responsabilité des intellectuels congolais face à la situation, etc. Ils ont fait des tours avec le professeur Alphonse Maindo, etc. Ils ont fait des tours à Kinshasa, à Lubumbashi, à Kisangani, à Bukavu. Ils ont fait des tours pour sensibiliser les intellectuels, etc. Et donc,
il y en a quand même, il y en a quand même, et c'est quand même quelque chose à encourager. Et aujourd'hui, c'est la responsabilité. Et par exemple, moi, quand je vous parle, c'est parce que je sais que c'est ma responsabilité, moi, en tant qu'intellectuel, de partager ces choses aux autres intellectuels. Donc, si je ne le fais pas, il y a un problème. N'oubliez pas que dans l'exposé, j'ai parlé de privilèges qui engagent des responsabilités. Donc, quand vous êtes un diplômé, et là je parle, vous avez un diplôme élevé, vous êtes master ou vous êtes docteur, etc. Vous avez au fait, c'est un privilège que vous avez. D'avoir ces titres-là, c'est un privilège. Donc, ce n'est pas les titres que vous devez amener devant, vous avez ces privilèges-là. Et je peux vous dire que oui, depuis que je suis devenu docteur, voilà, vous sentez qu'il y a ces privilèges que les gens vous donnent. Mais il y a aussi cette responsabilité-là que vous avez. Ça veut dire de savoir que la remise en question continuelle dans la société, etc., ça nous incombe à nous, que nous estimons être intellectuels. Et moi, je n'ai pas de problème si quelqu'un dit, ah, je pense que vous n'êtes pas intellectuel parce qu'il y a ABC. Parce que ce qu'il dit, ça peut m'aider évidemment à corriger une ou des erreurs. Et donc, sur ces points-là, je devais m'amender et puis aller de l'avant. Donc, ils sont rares, oui, mais il y en a. Et notre rôle, je pense à la CCFC et ailleurs, c'est nous rassurer qu'il y a un grand nombre qui deviennent aussi intellectuels. C'est ça, je pense, notre responsabilité, de former. Quelqu'un parlait, est-ce qu'on doit préparer la prochaine génération? Évidemment, nous devons nous y mettre aussi. Que la prochaine génération puisse être une génération vraiment différente. C'est-à-dire qu'on puisse arriver à un point où on peut faire la différence entre l'intérêt individuel et l'intérêt collectif. Et en tant qu'intellectuel, on peut même se réduire un peu, se diminuer un peu pourvu que les biens collectifs puissent avancer. Et ça, c'est peut-être des choses qu'on n'a pas eu à apprendre à l'époque coloniale, mais c'est à nous, nous-mêmes, de nous asseoir et dire, nous les intellectuels congolais, voilà là où nous manquons, et nous devons nous amender. Merci beaucoup, M. James. J'espère que j'ai essayé un peu. Mais le mouvement d'intellectuels au Congo existe et vous écouterez toujours les débats, les intellectuels, etc. Il faut y entrer, y participer, il faut y être. Voilà. Ok, merci beaucoup. Faute de temps et le temps faisant partie de valeurs d'un intellectuel, alors nous sommes presque à la fin de notre conférence virtuelle de cette soirée. Et sans plus tarder, nous remercions directement notre orateur, Dr Philippe Faradja, et nous remercions aussi les présidents de la CCFC, M. Alain, et pourquoi pas dire merci aux membres de la commission scientifique et un grand merci aussi à nous tous qui avons participé dans cette deuxième conférence organisée par le comité national. Alors, je terminerai par une petite question. Donc, une petite question. Sommes-nous intellectuels?